bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai monument, Alexis de Tocqueville. Mais attention, l'idée, c'est pas du tout de faire un cours d'histoire, hein. On a plutôt essayé d'utiliser sa pensée un peu comme un scanner pour regarder notre propre société. Nos sources, ce sont des extraits d'une analyse de son œuvre, et la mission, c'est de comprendre pourquoi, pour lui, la démocratie, c'est beaucoup plus qu'un système de vote. C'est une lame de fond qui transforme tout, l'égalité des conditions. Et pour commencer, il y a deux idées dans ces notes qui m'ont vraiment interpellé. La première, c'est que l'invention des armes à feu aurait aidé la démocratie. Carrément. Et la seconde, qui est encore plus bizarre, c'est que c'est souvent quand les choses vont mieux qu'une révolution éclate. Ça paraît complètement contre-intuitif et c'est ça qu'on va décortiquer. C'est une excellente façon de commencer parce que ça nous plonge vraiment au cœur de la méthode de Tocqueville. Il se contente jamais des apparences. Pour lui, un événement aussi spectaculaire que la Révolution française, ce n'est pas un début. C'est l'aboutissement d'un processus beaucoup plus lent, beaucoup plus profond, qui a commencé des siècles avant. Et ce processus, c'est son concept clé. C'est ça l'égalité des conditions. Il faut peut-être préciser tout de suite, il ne parle pas d'égalité de richesse ou d'intelligence, on est d'accord? Non, pas du tout. Il parle de la fin d'une société de caste où ta naissance décide de ta vie. Fini les nobles, les roturiers, la société devient fluide, mobile. Exactement. Et il va même plus loin. Pour lui, ce n'est pas juste un accident de l'histoire. Il utilise une expression très forte. Il parle d'un fait providentiel. C'est presque une loi de la nature, une loi de l'histoire. Cette montée de l'égalité, elle est inévitable, irrésistible. Et la seule question pour lui, c'est est-ce qu'on va la guider vers la liberté ou la laisser nous emporter vers une nouvelle servitude? Et ce que je trouve fou, ce sont les causes qu'il identifie. C'est pas juste des grands traités de philo. Il pointe des innovations hyper concrètes. On parlait des armes à feu. Ah oui. C'est dingue comme idée. Un paysan avec une arquebuse peut tuer un chevalier en armure. C'est la fin du monopole de la violence que l'aristocratie avait. Mais c'est un séisme. Toute la structure sociale du Moyen-Âge reposait sur cette idée que le noble est un guerrier supérieur qui protège le peuple. Et d'un seul coup, une avancée technique vient pulvériser des siècles de hiérarchie. C'est la démocratisation de la puissance de feu, en quelque sorte. C'est ça. Et la liste continue. L'imprimerie, qui met le savoir à la portée de tous, plus seulement des clercs. La réforme protestante, qui dit à chaque croyant qu'il peut lire la Bible tout seul, sans prêtre. Il mentionne même la poste, l'info qui circule partout et qui arrive, je le cite, jusque dans la cabane du pauvre. Tout à fait. Chaque innovation vient saper un peu plus l'ancien édifice. Mais c'est là qu'arrive le premier grand avertissement de Tocqueville. Cette nouvelle et très puissante passion de l'égalité a un côté très sombre. Il a cette phrase qui est glaçante et sans doute l'une des plus célèbres de son œuvre. Les peuples démocratiques veulent l'égalité dans la liberté. Et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. Waouh! Il faut prendre un moment pour digérer ça. C'est terrible comme affirmation. En gros, il nous dit que si on a le choix, on préfère être tous égaux dans la servitude plutôt que d'être libre dans un monde inégal. C'est un conflit potentiel entre deux valeurs qu'on croit toujours sœurs, la liberté et l'égalité. Tocqueville, il nous dit « Attention, elles ne vont pas toujours dans le même sens. Parfois, il faut choisir. Et l'instinct des sociétés démocratiques, c'est de privilégier l'égalité. » L'exemple dans nos notes est très parlant pour aujourd'hui. L'idée qu'on pourrait préférer un job précaire où tout le monde est dans la même galère, Oui, plutôt qu'une société de liberté totale où certains réussissent brillamment et d'autres échouent complètement. Ce qui nous est insupportable, c'est pas tant d'être en bas, c'est d'être plus bas que le voisin. absolument. Et la conséquence de tout ça, c'est l'un de ces grands thèmes, la montée de l'individualisme. L'égalité, elle brise les anciennes chaînes, les dépendances, mais en même temps, elle isole les individus. Chacun se replie sur sa petite sphère privée, sa famille, ses amis, son confort. On délaisse la grande société, la vie publique. C'est ce qu'il nomme l'éthos démocratique, l'amour du bien-être qui remplace l'amour de la patrie ou de la grandeur. D'accord. Et c'est là qu'il fait une comparaison qui, au premier abord, n'a aucun sens. Il met en parallèle les nobles du Moyen-Âge et les Indiens d'Amérique. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Ah, ça c'est typique de son génie. Il ne cherchait pas des ressemblances de surface, il cherche des structures. Et ce qu'il voit, c'est que ces deux figures partagent un même trait, un mépris profond pour le travail et l'enrichissement, et un amour pour une liberté, fière, sauvage, presque oisive. L'honneur du noble ou la fierté du guerrier iroquois, c'est incompatible avec le travail acharné du marchand.
Et donc, les deux sont balayés par la modernité démocratique, qui, elle, est fondée sur le travail et le commerce. Donc pour lui, la liberté moderne, ça n'a rien à voir avec cette liberté du loup solitaire. Au contraire, il dit que cette liberté-là, celle de l'isolement, elle mène à l'anarchie et ensuite au despotisme. La vraie liberté moderne, celle qui peut survivre, elle réside dans ce qu'il appelle l'art de s'associer. C'est dans les clubs, les associations de quartier, les syndicats. C'est là que les citoyens réapprennent à s'occuper des affaires publiques et à faire contrepoids au pouvoir central. C'est ce qui expliquerait la différence entre la France et l'Angleterre alors, hein. C'est son analyse, oui. La noblesse française est devenue une caste fermée, inutile, alors que l'aristocratie anglaise est restée ouverte à garder un rôle politique. Résultat, une révolution sanglante chez nous, une évolution plus progressive chez eux. Et cette transformation de la société, ça ne touche pas que les élites, j'imagine, que ça bouleverse tout jusqu'aux relations de tous les jours, non? Les sources parlent d'un passage de l'honneur au contrat. C'est un changement psychologique fondamental. Dans la société aristocratique, la relation entre un maître et son serviteur, c'est un lien personnel qui dure une vie. Le serviteur, il ne voit pas seulement son maître, il voit la lignée, la famille. Il y a même, dit Tocqueville, un honneur servile, une fierté de servir une grande famille. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Dans le monde démocratique, tout est contractuel. On ne dit plus qu'on est au service de quelqu'un, on a un contrat de travail. La relation est utilitaire, temporaire. Tout à fait. Le salarié ne sert pas une famille, il sert une entreprise. Il peut partir demain, son patron peut le licencier. C'est plus libre, bien sûr, mais... Mais c'est infiniment plus froid, plus impersonnel. Et c'est un autre grand paradoxe. Cette nouvelle liberté contractuelle, elle crée aussi plus de solitude et une concurrence permanente. Dans l'ancien monde, chacun avait sa place. Inégale, certes, mais elle était fixe. Dans le monde démocratique, il n'y a plus de place assignée. Tout le monde est sur la même ligne de départ, en compétition. Ce qui nous amène à une idée très forte des sources d'usure. La douleur du serviteur moderne et le paradoxe démocratique. L'idée, si je comprends bien, c'est que c'est justement parce qu'on proclame l'égalité pour tous que les inégalités qui restent deviennent compétence-mentalement insupportables. C'est exactement ça. La citation de Tocqueville est limpide. Il dit que chez les peuples aristocratiques, le pauvre est apprivoisé avec l'idée d'être commandé. Il ne se compare même pas aux nobles. Mais dans la démocratie, le serviteur supporte mal d'obéir car il se figure être l'égal de celui qui commande. Plus une société devient égalitaire, plus notre sensibilité aux moindres différences s'aiguise. La frustration peut monter en flash alors même que, objectivement, la misère recule. Ah oui, d'accord. On n'est plus frustré par notre condition absolue, mais par notre position relative. Précisément. Et il y a un concept qui décrit bien ce vertige, l'anomie. C'est ce moment de flottement où les anciennes règles ne sont plus valides et les nouvelles ne sont pas encore stables. Les repères se brouillent. Il écrit cette phrase magnifique. « Nul ne sait précisément ce qu'il peut ni ce qu'il doit ». Une période d'incertitude profonde. D'accord, bon, après avoir posé ce cadre, cette grande transformation sociale, on peut peut-être s'attaquer à l'événement lui-même, la Révolution française. Et Tocqueville ne l'aborde pas du tout comme un conteur d'épopée. Il en fait une histoire-problème. Sa question, c'est pas « que s'est-il passé ?», c'est « pourquoi ça s'est passé de manière si violente ?» Et sa réponse est sans doute sa thèse la plus célèbre, la plus provocatrice. Pour lui, la Révolution n'a pas été une rupture. C'était une accélération brutale de tendances qui étaient déjà là sous l'Ancien Régime. Le meilleur exemple, c'est la centralisation. On pense souvent que c'est Napoléon qui a créé l'État centralisé français. Tocqueville montre que non. L'État royal, depuis des siècles, n'arrêtait pas de grignoter les pouvoirs des nobles, des villes, pour tout concentrer à Paris. La Révolution n'a fait qu'achever le boulot. Et c'est là qu'on trouve ce fameux « effet Tocqueville » ou l'effet paradoxal du progrès. L'idée que les révoltes n'éclatent pas quand la situation est au plus bas, mais au contraire quand elle commence à s'améliorer. C'est une observation d'une finesse psychologique incroyable. Il étudiait la situation juste avant 1789 et il constate que sous Louis XVI, le sort des paysans s'était objectivement un peu amélioré. Mais c'est justement cette petite lueur d'espoir qui rend les injustices qui restent encore plus criantes, plus insupportables. L'impatience brandit plus vite que les réformes. Exactement. Comme il le dit, on supporte un mal comme inévitable, mais il devient intolérable dès qu'on conçoit l'idée de s'y soustraire. C'est fou, ça explique tellement de choses aujourd'hui. Des mouvements sociaux qui éclatent, non pas dans la misère noire,
mais juste quand un espoir de mieux apparaît. Et qui guide cette colère, Evelyne? Là, Tocqueville pointe le rôle assez unique des intellectuels en France. Oui, il dit que, faute d'une classe politique aguerrie, ce sont les écrivains, les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, qui deviennent les leaders d'opinion. Et ça a une conséquence majeure. La politique cesse d'être un art du possible, du compromis, pour devenir une construction intellectuelle abstraite. On ne cherche pas à aménager la société qui existe, on veut la raser pour la reconstruire sur des plans parfaits, dictés par la raison. Ça me fait tellement penser. Aux réseaux sociaux? Exactement. Comme le suggèrent les sources, ça me fait penser à certains débats sur les réseaux sociaux. On manie des grands principes moraux, les absolus. Mais de manière très déconnectée de la complexité du réel. C'est ça. C'est cette tendance à penser la politique en termes de principes purs. Et pour Tocqueville, c'est ce qui a donné à la Révolution son caractère si radical et au final si violent. Il va jusqu'à la comparer à une religion. Une religion, c'est-à-dire? Il dit qu'elle fonctionne comme une religion, même si elle est séculaire. Elle est universelle, elle ne parle pas qu'aux Français, mais à toute l'humanité. Elle a ses dogmes, ses prêcheurs, ses martyrs. Et surtout, elle cherche à convertir, à régénérer l'homme, à le sauver. Et comme une religion, elle ne tolère pas l'hérésie. L'opposant n'est pas un adversaire, c'est un pécheur qu'il faut éliminer. C'est ce qui explique pour lui le fanatisme et la terreur. D'accord. Alors si on essaie de rassembler les pièces de cet immense puzzle, d'abord, la démocratie, c'est avant tout cette force inarrêtable de l'égalité. Ensuite, cette passion pour l'égalité peut menacer la liberté. Troisièmement, le fameux effet Tocqueville. Ce n'est pas le désespoir qui fait les révolutions, mais l'espoir. Et enfin, la Révolution française, loin d'être une rupture, a en fait parachevé l'œuvre de l'ancienne monarchie. C'est une synthèse parfaite. Et pour vraiment boucler la boucle, il y a cette pensée finale, cette mise en garde de Tocqueville sur la liberté. C'est peut-être son message le plus intemporel. Il écrit cette phrase sublime « Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir ». C'est magnifique. Mais en même temps, c'est d'une exigence folle. Oui, très exigeante. Ce qui nous dit en gros, c'est que la liberté ne peut pas être juste un moyen pour avoir autre chose, le confort, la sécurité, la richesse. Elle doit être désirée pour elle-même, pour le plaisir de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte. C'est une fin en soi. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. Dans nos sociétés si attachées au bien-être, à la sécurité, est-ce qu'on cherche encore la liberté pour elle-même? Ou est-ce qu'on la voit surtout comme un outil au service de notre confort? La question reste ouverte.